parcours thérapeutique, c'est t'as un mois en fait où t'es enfermé dans une chambre d'hôpital de 10 mètres carrés et où tu traverses des états mais juste lamentables. Pour te donner une idée, je me suis pas nourri pendant 3 semaines, j'ai pas bu d'eau pendant 15 jours. Enfin vraiment j'étais l'ombre de moi-même, quoi. Plus de système immunitaire, plus rien, incapable de me lever de mon lit, incapable même d'écouter un podcast, tu vois. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Fin 2021, Louis a 32 ans. Il est marié, papa d'un petit garçon sportif. Bref, tout allait bien jusque-là. Mais à quelques jours de Noël, il remarque une excroissance au niveau du cou. Assez rapidement, il passe des examens et le diagnostic tombe. Il a un stade avancé de cancer testiculaire. Il débute alors un véritable parcours du combattant pendant 1 an, enchaînant les chimiothérapies de plus en plus puissantes et les opérations chirurgicales lourdes. Quand enfin il voit le bout du tunnel et qu'on lui annonce qu'il est en rémission, il se lance dans la préparation d'un défi sportif phénoménal qu'il avait imaginé pendant sa maladie. Devenir finisher de l'Ironman de Nice. Il se donne 1 an pour être prêt. Un témoignage exceptionnel de résilience et d'espoir dans lequel on parle sans tabou de cette terrible maladie qu'est le cancer, de l'importance vitale du sport et de la manière dont les histoires des autres peuvent nous aider à faire face à nos propres difficultés. Excellente écoute à vous. Ok, on est bon, c'est parti cette fois-ci. J'ai cliqué sur le bouton enregistrer, ce qui est quand même pratique pour un podcast à distance. Donc Louis, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Un immense merci à Céline pour la mise en relation. Céline Colette que j'avais reçue sur le podcast, ancienne Google, Amazon, qui a tout quitté pour se lancer dans le beach volley professionnel. Donc allez écouter son épisode. Le lien est en description. Mais voilà, merci beaucoup Céline pour cette mise en relation. Et Louis, absolument ravi de te recevoir pour que tu nous partages ton parcours, ce qui t'est arrivé dans la vie et la manière dont tu as rebondi et ce que tu fais aujourd'hui. Écoute, salut Loïc, bonjour à tous, merci de me recevoir et merci à Céline de nous avoir mis en relation. Et donc Céline, c'est une amie d'enfance effectivement qui a un parcours incroyable et je vous invite tous à écouter le podcast Yes. qui raconte un peu son histoire, c'est vraiment canon. Et merci de me donner cette opportunité, voilà, de partager un peu ce qui m'est arrivé et voilà, parce que j'ai une volonté aujourd'hui, c'est d'essayer d'inspirer ceux qui sont un peu dans le dur en ce moment et même les autres. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast va permettre d'en inspirer quelques-uns et va donner de la force à ceux qui souffrent en ce moment. Excellent. Eh ben, écoute, Louis, ce que je te propose, c'est de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. De quel événement est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que ça a changé ta vie? Eh ben écoute, donc je m'appelle Louis, j'ai 35 ans aujourd'hui. Jusqu'à mes 32 ans, j'ai eu une vie plutôt heureuse et qu'on pourrait qualifier de banale, dans le sens positif des choses. Et en fait, à fin 2022, j'ai découvert un cancer testiculaire à un stade plutôt avancé, parce qu'en fait, j'ai des métastases un peu partout dans le corps. Et la manière dont je l'ai découvert, c'est que j'ai une espèce de mangue qui m'est poussé dans le cou, et qui était en fait un ganglion métastasé. Et cette découverte, donc, qui était 3 jours avant Noël 2022, ça a été le point de départ d'un parcours du combattant qui a duré un peu plus d'1 an. Parcours durant lequel j'ai fait de la chimio à moyenne dose, à très haute dose. Après, j'ai passé plus de 30 heures sur le bloc opératoire. Donc une année très compliquée avec beaucoup de moments de doute. Et voilà, et j'en suis sorti plutôt en très bon état par rapport à ce qui m'était promis. Et donc j'ai décidé ensuite
de faire un truc un peu incroyable et d'emmener une bande de copains dans le projet. C'est de courir l'Ironman de Nice 2024, donc ce que j'ai fait là le 16 juin. Et c'était vraiment une super aventure, donc je suis vraiment ravi de vous la raconter. Et, j'espère que ça va donner de l'inspiration à ceux qui en ont besoin. Excellent, excellent. Donc fin 2022, tu dis ce qui te met la puce à l'oreille, c'est ce ganglion au niveau du cou. Enfin, Ouais. concrètement, il se présente comment? Tu comprends tout de suite que c'est quelque chose d'anormal, ou tu te dis, tu sais, je sais pas, une piqûre d'araignée ou une petite infection, un truc sous-cutané? Alors en fait, j'étais au boulot, donc on est 3 jours avant Noël, un peu fatigué. Et je crois que je me pointe aux toilettes en fin d'après-midi, et là, en me lavant les mains, je me regarde dans le miroir, et là, je vois un truc dans le cou. Je fais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, on était encore un peu dans la période Covid. Et Ouais. première réaction, je me suis dit, ah mais ça c'est un truc, un signe du Covid dont on n'a pas encore parlé. J'ai un Covid bien frappé, c'est pour ça que je suis fatigué. Et tout. Bon, je vais sur Internet, je regarde. Bon, comme d'habitude, quand on va sur Internet dans ce genre de situation, on apprend qu'on va mourir 3 jours après. Ouais. Je décide de me calmer. Je rentre à la maison, et en fait, j'ai la chance dans ma famille d'avoir des gens qui travaillent dans le corps médical, et donc je les appelle, et puis je leur partage un peu la situation. Et assez rapidement, en fait, on m'a envoyé d'abord faire une échographie, une prise de sang, et puis en fait, j'ai très rapidement compris avec le radiologue que c'était pas un truc bénin. Parce qu'en fait, dès l'échographie le matin, il m'a convoqué pour un scanner l'après-midi, et il m'a fait poireauter pendant 2 heures dans la salle d'attente après le scanner pour m'annoncer enfin que la situation était un peu compliquée et qu'il fallait que je sois pris en charge très rapidement. Et donc j'ai découvert le cancer testiculaire comme ça, sachant que j'en profite. Hein, c'est ma petite minute sensibilisation, et on y Ouais, reviendra bien sûr. peut-être après. Le cancer testiculaire, en fait, c'est le cancer le plus courant chez les hommes entre 15 et 35 ans, et en même temps, c'est le cancer le plus facile à guérir. Parce qu'en fait, quand il est détecté suffisamment tôt, et ça c'est plutôt une règle générale pour tous les cancers, mais là en l'occurrence pour le cancer testiculaire, c'est très facile, par un autodiagnostic en fait des testicules. Hein. Bon, promis, on reparlera pas trop de testicules pendant le podcast, mais donc, tous les hommes entre 15 et 35 ans, je vous invite à regarder sur Internet des tutos pour apprendre à vous autopalper, et faites-le une fois par mois. Ça vous rendra bien des services, et ça vous évitera de vivre ce que j'ai vécu. Et donc moi, je n'ai pas fait ça, et donc ce cancer testiculaire, en fait, il s'avérait qu'il était complètement métastasé, donc j'avais des métastases partout dans le ventre, entre les poumons, et puis donc jusque dans le cou. Et donc voilà, donc point de départ de cette année un peu galère. Waouh. Ce qui est dingue, c'est que, enfin, ce que tu viens de partager, que c'est le cancer le plus courant chez les hommes de 15 à 35 ans. Et enfin, moi, personnellement, avant que Céline me parle de toi, j'ai pas souvenir d'en avoir déjà entendu parler ailleurs, tu vois. Donc, en termes de sensibilisation, il y a effectivement peut-être du taf à faire là. Ouais, carrément. En fait, c'est le cancer le plus courant pour les hommes entre 15 et 35 ans. Mais si tu compares, par exemple, le cancer du sein, je crois que tu as entre 40 000 et 50 000 cas par an. Cancer testiculaire, c'est moins de 5 000 cas par an. Donc, en fait, on n'est pas du D'accord, ouais. tout sur la même ampleur de malades. Et donc, c'est ce qui m'avait étonné aussi, en fait, parce que le médecin généraliste, enfin, ou la prévention de manière générale, il n'y en a pas vraiment autour de ce cancer. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de budget alloué sur un cancer qui est finalement assez rare quand tu Ouais. le compares à d'autres cancers qu'on peut rencontrer. Ouais. Ok, donc 3 jours avant Noël, tu remarques, toi, qu'il y a quelque chose d'anormal. Assez rapidement, tu as le diagnostic qui tombe. À ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête? Et surtout, c'était quoi ta situation, ta situation de vie de manière générale, quand tout ça est arrivé? Alors à l'époque, ouais, c'est vrai. Donc moi j'étais donc marié avec Laura, ma femme, qui était incroyable. Elle pourrait faire un podcast aussi sur son rôle d'accompagnant.
parce que franchement, c'est une sacrée charge et elle a été incroyable pendant toute l'année. Et on avait un petit garçon qui était né en 2021, donc il y avait 9 mois en fait quand je suis tombé malade. Waouh. Donc plutôt une situation entre guillemets normale avec un boulot qui me plaisait, enfin, tout allait bien. Et c'est vrai que quand t'es percuté par l'annonce d'un cancer, t'as 32, 33 ans. En fait, à cet âge-là, on se sent tous un peu invincibles. Et puis le cancer, on se dit que c'est un truc plutôt pour les vieux entre guillemets. Euh, Mm. et en fait, pas du tout. Donc c'est un peu la chute dans le vide, parce que voilà, derrière le mot cancer, il y a tout un imaginaire qui s'active dans ta tête quand on pose le mot cancer Ouais. sur ta pathologie. Et donc ouais, du stress, inquiétude, tu commences déjà à te poser plein de questions sur ah merde, est-ce que je vais ça veut dire que je vais partir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, enfin c'est assez impressionnant en fait, la prise de recul que ça provoque en un éclair en fait, tout, enfin, t'es vraiment projeté à un niveau finalement que j'avais jamais exploré auparavant, parce qu'en fait j'avais une vie plutôt heureuse et tout se passait bien, et voilà, je vivais ma vie tranquillement. Et donc c'est vrai que quand ce genre de choses t'arrive, ouais, t'as un arrêt sur image qui te fait Mm. regarder toute ta vie depuis le début jusqu'à maintenant, et qui te projette sur les prochaines semaines, prochains mois qui potentiellement te restent à vivre. Et c'est vrai que c'est un côté impressionnant. Et alors, tu as évoqué très rapidement Laura, mais ton entourage, tes proches de manière générale, tes amis, ça a été quoi leur réaction? Euh, un choc, parce que effectivement on est dans la bande de copains premier à avoir un cancer, et effectivement on était tous à s'imaginer que le cancer c'était plutôt un truc qui nous arriverait dans 15, 20, 30 ans, et pas à 30 ans, Oui, euh, voire jamais, quoi, même, idéalement. ou même jamais. Mais en fait on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a été touché par le cancer, et généralement c'est quand même plutôt des personnes un peu plus âgées, alors même s'il y a des cancers qui touchent les enfants, etc. Et donc plutôt le choc, beaucoup d'émotions. Et en même temps ils ont joué un rôle hyper important, parce qu'ils ont soutenu ma femme. Tu vois, toutes les semaines, on a des potes qui nous faisaient les courses quand j'étais malade. On a même eu des plats préparés qui venaient nous déposer dans leur petite boîte et qui récupéraient à la fin de la semaine. Enfin, vraiment une solidarité incroyable qui s'est construite autour de nous. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Et on a eu beaucoup de chance en fait d'avoir un entourage hyper impliqué, que ce soit les amis ou même la famille. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros plus dans le combat contre la maladie. Ouais. Est-ce que tu as eu le sentiment que des regards changeaient? Tu vois, t'évoquais tout cet imaginaire qui se met en place tout de suite. Tu vois, on pose le mot cancer, immédiatement ton cerveau se met en route. Tu te dis, eh ben voilà, peut-être que je vais partir. Et le fait que ça t'a fait changer de perspective très rapidement. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça a été la même chose du côté de tes proches? Et je te demande parce que je te dis pourquoi je te pose toutes ces questions, parce que j'ai une amie, une très bonne amie avec qui j'étais en prépa, qui a eu un cancer, enfin qui a eu un cancer qui a été identifié, alors elle était déjà à stade 4, et un truc foudroyant. Elle a eu des premiers symptômes en décembre, et en juillet elle était partie. Ouais. Et moi c'était la première fois que ça m'arrivait dans mon entourage, et je me suis posé beaucoup de questions, tu vois, sur en fait c'est quoi la meilleure manière de l'accompagner? Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était, continuer, tu vois, à lui proposer des activités, faire comme si finalement il y allait avoir une solution, alors que bon, un cancer stade 4 comme le sien, qui était apparemment un truc hyper rare, sans trop de chimio adapté, etc., c'était compliqué. Et c'était un peu son approche, tu vois. On a fait, voilà, on se voyait assez souvent. Elle a fait plein de choses jusqu'à la fin. Et ou est-ce qu'au contraire, enfin voilà, je me pose cette question parce que moi j'ai pas trop su, j'ai pas eu l'impression de trouver un peu la clé sur pas ce qu'il fallait faire, parce que je sais pas s'il y a un truc qu'il faut faire en particulier, mais enfin, ça m'a mis un peu, j'étais un peu démuni, quoi. Je me disais, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et tu vois, c'est une excellente question. En fait, moi, je trouve qu'il y a
autant de manières d'appréhender son cancer qu'il y a de personnes touchées par le cancer. Et donc, il n'y a pas vraiment de réponse universelle. Et donc, moi, me concernant, j'aimais bien qu'on considère encore comme le grand gaillard d'1m91, 90 kilos, qui était capable d'aller se faire une sortie à vélo malgré la chimio, malgré la fatigue, etc. Et en même temps, j'avais besoin qu'on prenne en considération le fait que je sois malade et que voilà, c'était pas forcément facile à affronter tous les jours, et donc j'avais besoin de soutien. Donc c'est un équilibre à mon avis qui est propre à chacun. Je pense qu'il y a certains patients qui mettent le curseur plutôt à fond du côté du soutien, et donc qui ont besoin vraiment de personnes qui soient dans une empathie et une compréhension de ce qu'ils sont en train de vivre à chaque instant de partage avec eux. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont vouloir complètement faire abstraction de leur maladie et faire comme si de rien n'était, et Ouais. qui vont plutôt être contrariés qu'on les mette en face en fait de leur situation. Donc je pense que c'est un peu et tu vois, ce que tu disais, ce que tu ressentais, même moi qui ai traversé le cancer, je trouve qu'aujourd'hui j'ai encore du mal, tu vois, à me positionner par rapport à une personne qui est atteinte par le cancer, et à bien doser finalement mon empathie d'une certaine façon vis-à-vis d'elle. Mmh. Donc c'est vraiment une question qui est pas facile. Ce qui est sûr, c'est que et ça, je pense que c'est universel. Montrer des marques d'attention, etc. Ça fait toujours plaisir. Le pire, finalement, c'est de disparaître. Et c'est bon. Il y a certaines personnes qui sont très mal à l'aise par rapport à la maladie, et donc bon, bah, elles disparaissent un peu dans ces moments-là. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dur parce que bah voilà, t'as besoin de te sentir vivant, ou t'as besoin de te sentir soutenu. Et bah c'est vrai que quand les personnes disparaissent, bah, c'est un peu plus compliqué. Ouais. T'évoquais un peu plus tôt l'Ironman. À quel moment, enfin, ça a été quoi la démarche intellectuelle? À quel moment est-ce que tu t'es dit, j'ai besoin d'un défi, j'ai besoin d'inspiration et je vais monter quelque chose? Excellente question, parce qu'effectivement, c'est vraiment la genèse de tout le projet. Donc en fait, je vais revenir plus en détail sur le parcours thérapeutique pour, enfin, voilà, Ouais. vous partager un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. En fait, j'ai commencé par ce qu'on appelle les chimio-BEP, qui est un peu le parcours générique pour les cancers des testicules, et qui, heureusement, guérit 99% des patients qui sont atteints du cancer des testiculaires. Et donc, en fait, c'est 3 mois de chimio répartis, où tu as une semaine à l'hôpital, après des chimios une fois par semaine, et puis tu reviens le mois suivant pour une semaine, etc. Donc, tu fais 3 ou 4 cycles comme ça. Et en fait, moi, très rapidement, les médecins m'ont fait comprendre que chez moi, ça ne marchait pas. Donc ça, c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Et donc à ce moment-là, j'étais à Lille, parce que moi, je suis originaire du Nord. Et donc j'étais soigné à Lille, à hôpital Oscar Lambray, qui est vraiment super. Mais en fait, ils n'ont pas la capacité de soigner des patients dans des cas comme le mien. Et donc très rapidement, en fait, ils m'ont redirigé vers un hôpital à Paris qui s'appelle l'hôpital Tenon, où en fait il y a un professeur, le professeur Lotz, qui est spécialisé sur les cancers testiculaires et les cancers des ovaires, et qui a un service en fait de chambre stérile. Et donc là, le principe en fait, c'est d'envoyer la chimio la plus forte possible que le corps puisse accepter, pour espérer se débarrasser en fait des cellules cancéreuses et des ganglions métastasés. Et là, quand tu arrives à l'hôpital Tenon dans le service stérile, tu arrives à un stade plutôt critique en fait dans la maladie, parce que bon, je connais pas les taux de réussite de ce traitement, mais bon, voilà, c'est des gens qui sont déjà dans une situation très compliquée. Et donc en fait, moi, quand on m'a annoncé que j'allais devoir partir à Paris, et donc que je sortais de cette statistique de 99% des Mmh. patients atteints du cancer testiculaire qui guérissaient au bout de 3 ou 4 mois de chimio, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve un truc auquel me raccrocher. Il faut que je trouve de l'inspiration. Et donc, parce qu'il faut se rendre compte, hein, à Tenon, en fait, le
parcours thérapeutique, c'est t'as un mois en fait où t'es enfermé dans une chambre d'hôpital de 10 mètres carrés et où tu traverses des états mais juste lamentables. Pour te donner une idée, je me suis pas nourri pendant 3 semaines, j'ai pas bu d'eau pendant 15 jours. Ah ouais. J'avais, enfin vraiment, j'étais l'ombre de moi-même, quoi. Plus de système immunitaire, plus rien, incapable de me lever de mon lit, incapable même d'écouter un podcast, tu vois. Je m'étais dit bon, on va essayer d'occuper le temps en écoutant des podcasts, en lisant des livres, etc. Impossible, impossible. Dans une forme tellement dégradée qu'en fait tu ne peux vraiment rien faire. Et puis en plus avec des risques de séquelles derrière très importants. Et donc en fait tu pars là-dedans, tu dis bon ok c'est pour guérir, mais le prix à payer est quand même pas neutre. Donc, il faut quand même aller trouver une énergie pour garder cette flamme allumée, cette flamme de combattant. Et donc, moi, ce que j'ai demandé en fait en arrivant à Paris, c'est de me mettre en relation avec des anciens patients qui s'en étaient sortis, etc. Et en fait, ça a plutôt eu un effet contre-productif parce qu'en fait, j'ai échangé avec des patients qui effectivement étaient sortis de la maladie depuis quelques années mais qui finalement était quand même très atteint physiquement ou psychologiquement. Et donc la projection que je m'en faisais en fait était vraiment négative. Et donc ça m'a pas vraiment mis en énergie. Et donc je me suis dit bon, c'est pas possible. Il doit y avoir des parcours et des expériences de personnes qui s'en sortent beaucoup mieux que ça et qui ont fait des trucs incroyables. Et donc je suis allé basiquement sur Internet et j'ai tapé sur Google. J'ai d'abord cherché des gens qui avaient eu des cancers des testicules. J'ai trouvé des histoires mais juste incroyables. Il y en avait un Anglais qui s'appelle James Golding. Je vous invite à aller taper son nom sur Google. Donc il a eu un cancer testiculaire dans un stade à peu près aussi avancé que le mien. Et en fait, en sortant de son cancer testiculaire, il s'est dit je vais me mettre au vélo, je vais faire du vélo. Puis il a commencé à faire de l'ultra à vélo. Il s'est dit je vais gagner la course, tu sais, qui traverse les États-Unis. La Race Across America. Ouais, exactement. Il l'a fait une première fois, il s'est fait renverser par un camion, il est tombé dans le coma, il a fait je sais plus combien de mois d'hôpital, etc. Enfin, donc une grosse galère. Et en ressortant de cet épisode, il s'est remis sur la selle et il s'est dit je vais la gagner cette course. Et il a fini par la gagner. Donc enfin histoire incroyable. Donc là je me dis waouh, c'est possible, c'est possible. Et des histoires comme ça il y en a plein. Il y a t'as reçu Axel Aletru, alors c'est un peu une histoire un peu différente mais tellement inspirant. Et donc en fait je me suis appuyé sur des témoignages comme ça et je me suis dit bah je veux faire pareil, je veux faire pareil et de toute façon je vais guérir, c'est pas une option. Et puis quand je serai guéri je vais réussir à faire des trucs que jamais je n'ai fait avant de tomber malade. Et donc c'est à ce moment-là, donc on est en juillet 2022, ouais, donc je disais décembre 2022, mais c'était décembre 2021, pardon. Et donc on est en juillet 2022, et là j'ai un copain qui vient me voir dans ma chambre stérile. À ce moment-là, j'étais à peu près bien, et je lui dis, bah écoute, moi je veux faire un truc incroyable en sortant, parce que je vais sortir de toute façon, et je veux faire un Ironman. Donc j'avais fait un peu de triathlon avant, j'en ai fait quelques-uns, des M, des L. J'avais fait pas mal d'athlètes quand j'étais jeune, je faisais un peu de vélo depuis quelques années, voilà, mais jamais de course comme un Ironman. Et donc je lui ai dit bah écoute, je veux faire un Ironman et je le ferai dans les 5 ans. Donc bon, il me dit ah ok. Alors je sais pas s'il me dit ok, je veux bien le faire avec toi par compassion, en imaginant qu'il le ferait pas. Mais en tout cas, il dit ok, partant, je le fais avec toi. Et du coup, j'ai réitéré ça avec pas mal de potes. Et finalement, j'ai réussi à mobiliser 15 potes autour du projet. Et à ce moment-là, ils ont tous dit, mais encore une fois, je sais pas ce qu'ils imaginaient à ce moment-là, en 2022. Peut-être que c'était un peu trop abstrait pour qu'ils puissent se projeter très concrètement dans ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, j'ai réussi à mobiliser 15 copains qui m'ont dit oui, oui, ok, on fera l'Ironman avec toi, avec grand plaisir. Dès que tu sortiras de l'hôpital, on se met ce projet en tête. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Excellent.
Je voudrais revenir sur un point du parcours thérapeutique. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous faire un rappel? Tu vois, chimio, c'est un terme que je pense à peu près tout le monde a entendu, mais je sais pas si la notion est, enfin, si les gens voient bien ce à quoi ça correspond. Donc, peut-être un rappel. En gros, c'est quoi le principe d'une chimio et l'intérêt des chambres stériles? Pourquoi est-ce qu'on Ouais. t'a mis en chambre stérile à un moment donné? Alors en fait, le principe de la chimio, c'est qu'on t'injecte un produit médicamenteux dans les veines qui va détruire les cellules cancéreuses, mais qui par la même occasion en fait t'affaiblit quand même plutôt pas mal. Et donc tu as des chimios très différentes hein, selon le type de cancer, selon le stade d'avancement du cancer. Tu parlais du stade 4 de ton ami. Donc là, c'est un stade très avancé. C'est le stade le plus avancé, en fait, hein, dans les cancers. Et donc, selon voilà, le degré d'avancement et le niveau du cancer et le type de cancer, il y a des chimios différentes qui produisent des effets différents. Donc, on connaît tous comme effet la perte de cheveux, que j'ai eu la chance Mhm. d'expérimenter assez vite, en fait. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du regard, en fait, de l'entourage quand tu es malade. Ça change énormément quand tu commences à avoir des signes physiques évidents de la maladie. Et donc c'est vrai que la perte de Ouais. cheveux, c'est un truc qui change les regards. Ça c'est évident. Et donc en fait la chimio, voilà, bah, c'est des injections qui sont faites à intervalles réguliers. Alors, soit tu as des cures où tu restes une semaine, soit tu viens une journée comme ça. Et donc c'est assez dur parce qu'en fait ça te met dans des états de fatigue derrière qui sont juste indescriptibles. J'ai vraiment traversé des périodes de fatigue que j'avais jamais connues jusque-là dans ma vie. Et donc la chambre stérile dont je parlais tout à l'heure, c'est quand tu as un niveau de chimio qui est tellement intense, et donc c'est vraiment des doses que le maximum que le corps puisse accepter en fait. Au-delà, en fait, ça te détruit les reins, ça te détruit des organes vitaux. Et donc, il dose la chimio à son maximum et il t'injecte ça dans les veines. Et en fait, la conséquence, c'est que ça détruit complètement ton système immunitaire. Et donc, en fait, pourquoi on Ok, te met d'où en ouais. chambre stérile? C'est que bah, tu chopes un rhume ou un virus, j'en sais rien. En fait, ça peut te mettre à terre, littéralement. Et donc, on est obligé de t'enfermer pendant un mois dans une chambre où tu as droit à aller 5 visiteurs sur le mois, enfin qui est 5 personnes différentes qui peuvent venir tous les jours, mais et qui débarquent habillés en cosmonaute dans ta chambre. Enfin c'est assez strict. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, ton système immunitaire est complètement à plat. Et donc, moi, en chambre stérile, ils m'ont fait des injections de moelle osseuse, donc greffe de moelle osseuse, pour justement me rebooster mon système immunitaire. Et Ah ouais. donc j'ai fait ça 2 fois. Donc j'ai eu la chance, en fait, c'était de l'autogreffe. Donc en fait, c'était ma propre moelle osseuse. En fait, avant de commencer cette intensification en chambre stérile, en fait, j'ai eu un prélèvement de moelle osseuse et cette moelle osseuse, ils me l'ont réinjectée en fait durant les cures dans D'accord. cette chambre stérile. Donc, c'était ça les 30 heures de bloc opératoire ou rien à voir? Non, non, ça c'est la suite du menu. Donc effectivement, on peut continuer sur cette année parce que là, on est pour te donner une idée, la chambre stérile, c'est sur l'été. Donc j'ai commencé en juin et j'ai terminé début septembre. Du coup, durant l'été 2022, j'ai vécu ces cures. Alors c'était particulier parce que déjà l'été 2022, il a fait très très beau. Et puis bon bah tu regardes un peu ce qui se passe sur Instagram, ce que font les gens, etc. Et donc être enfermé dans une chambre d'hôpital en plein mois de juillet, en plein mois d'août, c'est assez dur. Et j'avoue que maintenant j'ai la chance de croquer à la vie de manière, enfin normalement. Je pense à tous ces malades qui sont enfermés à l'hôpital l'été. C'est vrai que c'est hyper dur. Et en fait, à l'issue de cette cure en chambre stérile, en théorie, t'es guéri. En fait, les cellules cancéreuses ont été complètement anéanties par cette chimie haute dose et généralement tu as une ou deux petites opérations derrière pour t'enlever les résidus de cellules cancéreuses. Donc c'est souvent de la nécrose en fait quand les cellules cancéreuses sont mortes. Et donc t'as une ou deux opérations pour t'enlever ça. Et en fait, moi, donc, je sors début septembre de l'hôpital à Paris. Je me dis, ah, c'est bon,
j'ai réussi à passer cette épreuve. Maintenant, on va enfin avoir des bonnes nouvelles. Et en fait, premier TEP scan. Donc TEP scan, c'est un scanner spécifique pour les cancers où en fait il t'injecte un produit qui met en évidence les cellules cancéreuses. Où je m'attendais moi à avoir plutôt une bonne nouvelle. Finalement, on me dit que le cancer est toujours là et toujours bien actif. Et donc la seule option qui s'offre à moi finalement, c'est le traitement par chirurgie et donc en enlevant en fait toutes les cellules cancéreuses directement partout où elles se situent. Et donc en fait, je sors de chambre stérile début septembre et j'ai une première opération au niveau du ventre autour du 20 septembre. Et donc la première opération, plus de 10 heures de bloc, où ils me sortent l'intérieur de mon ventre d'une certaine façon, et ils vont gratter derrière et ils vont enlever toutes les cellules cancéreuses. Et ils ont enlevé quasiment 2 kilos de masse cancéreuse. Quoi? Donc, Mais non. un truc incroyable. Et alors c'est assez marrant parce que j'avais une forme de cancer du testicule qui provoque en fait des développements de cellules anarchiques, ce qu'on appelle du tératome. Et donc en fait ils ont découvert des dents, des muscles, des tendons dans la masse en fait au niveau des cellules cancéreuses dans le ventre. Donc un truc assez incroyable. Et Attends, donc attends, ça, attends, attends. Des dents dans ouais. le ventre? En fait, il faut comprendre que le cancer du testicule, c'est un cancer qui est sur les cellules reproductives en fait. Et donc c'est ces cellules reproductives qui vrillent complètement. Et donc derrière, ça provoque des créations d'autres cellules et de manière complètement anarchique. Et donc D'accord. l'oncologue qui me suit à Paris, il me dit qu'ils ont déjà découvert un œil dans le ventre d'une patiente. Donc, tu peux découvrir des trucs incroyables. Alors, moi, j'avais pas d'œil, mais j'avais des dents et des bouts de muscles, du tendon, etc. Donc, vraiment un truc hallucinant. Hallucinant. Non, ouais, donc du coup, première étape chirurgicale. Et donc, bon, là, c'était la première bonne nouvelle en fait de l'année, parce que c'était une opération à risque. Et donc, comme avant chaque opération, le chirurgien t'annonce qu'il y a des risques opératoires, etc., etc. Sauf que là, bon, t'as 3 pages de risques opératoires. Et il y avait un des risques qui était assez important, c'était en fait la masse cancéreuse. Jusque-là, il l'avait vue uniquement par scanner. Et en fait, quand tu ouvres le ventre, tu vois l'ampleur des choses de manière beaucoup plus précise. Et donc, il y avait une possibilité en fait qu'ils ouvrent le ventre et puis que finalement ils le referment directement parce que ils auraient pu juger que c'était trop compliqué finalement de nettoyer en fait l'ensemble des cellules cancéreuses que j'avais à l'intérieur du ventre. Donc, heureusement pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, j'ai eu vraiment aucune séquelle de ce qu'il m'avait promis, parce qu'il m'avait dit on va devoir vous enlever un rein, on va devoir vous mettre une prothèse d'artère, enfin Ah oui. des trucs assez incroyables. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de chirurgiens vraiment hyper compétents et ils ont fait un travail d'orfèvre. Et bon, j'ai quelques séquelles, mais rien de dramatique par rapport à ce qu'ils m'avaient promis à ce moment-là. Donc on arrive là, première bonne nouvelle, l'opération a réussi. Bon, c'était la première étape parce qu'en fait, il me restait tout un amas de cellules cancéreuses entre les poumons. Et donc en fait, il y avait une deuxième étape où il fallait m'opérer au niveau du thorax. Et donc bon, moi je pars sur cette deuxième opération plutôt confiant en me disant bon. La première, a priori, elle était très compliquée. La deuxième, on m'en a pas trop parlé, donc c'est que ça doit être simple. Bon, j'arrive au rendez-vous préopératoire. Le chirurgien me dit bon, ouais, cette opération c'est vraiment la plus compliquée, celle où il y a le plus de risques, avec potentiellement on va devoir vous enlever un bout du poumon, etc., etc. Donc vraiment des perspectives pas hyper chouettes. Et donc on part sur cette opération et ça se passe moins bien que la première parce qu'ils avaient prévu 6 heures de bloc et en fait ça a duré 11 heures. Mais ils ont quand même fait un super travail parce que
j'ai mes 2 poumons en très bon état. Alors j'avais une paralysie du diaphragme, mais on en reparlera peut-être après des miracles du sport. Mais cette paralysie, je l'ai plus aujourd'hui, alors que c'était pas du tout prévu. Ils m'ont enlevé un nerf moteur pour un muscle de l'épaule, donc j'étais censé ne plus pouvoir lever mon bras au-dessus du niveau de l'épaule. Et ben en fait, aucun problème pour nager le crawl pendant le triathlon, donc aucune séquelle. Donc j'ai eu une petite dose de chance, beaucoup de talent des équipes, et donc ça c'est voilà, le parcours thérapeutique s'est terminé sur cette opération-là. Et donc ces 2 opérations qui venaient s'ajouter à d'autres opérations qu'il y avait eu avant, d'ablation du testicule, de prélèvements divers et variés pour qualifier le niveau des cellules cancéreuses que j'avais dans le corps. Et donc voilà. Et donc là, on arrive en fin d'année 2022, et enfin, on m'annonce que je suis en rémission. Waouh. Comment du coup, parce que donc Paris, si j'ai bien écouté ce que tu as dit, Paris, t'es arrivé au printemps, c'est ça, début de l'été? Ouais, exactement. T'y es resté tout l'été. Ouais. J'imagine que ta femme, elle, devait avoir un travail, ou en tout cas qu'elle est restée à Lille avec votre enfant. Alors en fait, j'ai commencé les traitements à Paris durant le mois de mai. Ça a commencé par des chimios à la journée, où je venais une fois par semaine. Ok. Après, j'ai eu mes prélèvements donc de moelle osseuse à Paris également, et j'ai commencé réellement l'hospitalisation mi-juin, et donc jusqu'à fin août, début septembre. Et donc à ce moment-là, ma femme a mis son travail en pause Ok. pour venir me voir plus régulièrement. Et donc notre fiston était dans la famille à droite à gauche. Alors c'était le seul avantage à la limite que ça se passe durant l'été, c'est que c'est beaucoup plus facile d'organiser les vacances, parce que tout le monde était à peu près en vacances à ce moment-là. Donc on a pu confier notre fils à la famille durant l'été. Ok. Punaise. Ok, donc fin 2022, on est un an plus tard. Comment est-ce qu'ils te l'annoncent que tu es enfin en rémission? T'as des derniers contrôles? Ils te le disent pas vraiment franchement parce qu'il y a toujours un petit peu un risque. Ça se passe comment? Non, en fait, ils te le disent, ça arrive comme ça. En fait, tu as des prises de sang avec des marqueurs Ok. sanguins du cancer. Première fois que ma prise de sang est bonne, avec des marqueurs sanguins qui sont dans les bornes d'une personne non atteinte par le cancer. Premier scanner où on me dit bon, vous avez beaucoup d'agrafes et compagnie dans le ventre, mais il n'y a plus de cellules cancéreuses. Et Et donc plus ils disent dedans. voilà. Et donc vous êtes en rémission. Et ça se passe comme ça, et c'est très rapide. Et ouais, c'est vrai que c'est une étape un peu particulière, parce qu'en fait, tu as tout le poids de l'année que tu viens de vivre, et puis Ouais. en un rendez-vous de 15 minutes, bravo, vous êtes en rémission, c'est fini. Et Qu'est-ce donc, qui se passe à ce moment-là dans ta tête? ah bah là, soulagement de dingue, ça c'est clair. Parce en fait, il faut imaginer que durant toute l'année, tu as l'impression de descendre les marches d'un escalier infernal, et tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. À chaque fois qu'on allait voir un rendez-vous, qu'on allait faire un scanner, que je faisais des prises de sang, on a l'impression qu'on avait que des mauvaises nouvelles. Et donc, on a commencé à remonter cet escalier après la première opération. Et là, quand on t'annonce que tu es en rémission, bah, tu grimpes 15 marches d'un coup, quoi. Donc c'est complètement incroyable. Alors, quand on t'annonce ça, j'étais encore très diminué, hein, parce que j'avais encore. Faut se rendre compte, hein, ils m'ont ouvert le ventre vraiment du thorax jusqu'à la base du pubis. Ils m'ont ouvert le thorax sur le côté, ils m'ont ouvert dans le dos. Donc les opérations étaient quand même relativement récentes, donc j'étais encore bien cassé. Mais bon, bah tu te dis ça y est, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné. Tout le champ des possibles s'ouvre à moi. La vie, voilà, la vie revient, et c'est vraiment c'est incroyable sensation de soulagement. Ouais.
Du coup, à quel moment est-ce que tu te rappelles de ce défi que tu avais lancé à tes potes et comment est-ce que tout ça se met en place? Et bah écoute, ouais, comment ça se passe? Donc comme je te disais, donc deuxième opération au niveau du thorax, ils sont obligés de me toucher à plein de nerfs qui sont plus ou moins importants. Et il y en avait un notamment qui s'appelle le nerf phrénique, qui te permet en fait de prendre des respirations profondes. Et en fait, celui-là, ils l'avaient bien abîmé. Et ils ont même hésité à le couper. Ils l'ont pas fait. Et, merci de ne pas l'avoir fait parce que aujourd'hui, ça me permet de refaire des efforts physiques importants. Et donc à ce moment-là, ils me disent bon bah il faut vous rééduquer d'un point de vue respiratoire. Donc on va vous prescrire de la kiné respiratoire que j'avais déjà commencé suite à l'opération, parce que en fait après chacune des opérations, j'ai quand même passé 2 semaines sur la première opération et quasiment 3 semaines sur la deuxième opération entre les soins intensifs et puis après les soins de suite plus classiques. Et donc j'avais commencé à faire des rééducations respiratoires avec tout un tas d'exercices. Et donc j'ai commencé à prendre rendez-vous avec un kiné incroyable de mon quartier là, ici à Lille, un jeune kiné sportif qui fait de l'athlé, etc. Et à ce moment-là, donc on commence les séances de kiné respiratoire. Donc kiné respiratoire, c'est pas des kinés très actifs. Hein. T'es sur la table du kiné et puis on te fait des exercices de respiration, etc. Donc rien de bien sorcier. Et je lui dis ah bah tiens, j'avais un projet quand j'étais malade. Là, j'ai dit à des potes qu'on ferait l'Ironman de Nice. Est-ce que ça te semble jouable? Et là, il me dit bah tout est question de volonté. Je dis ok, banco. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, je lui ai mis ce truc-là dans la tête. Et il m'a fait un programme incroyable. Donc, on a très vite abandonné la kiné respiratoire parce que ça allait beaucoup mieux. Et on a commencé à faire des exercices de rééducation parce que bah, forcément, j'avais perdu toute ma capacité physique. Hein, ce que je disais, hein, avant le cancer, je fais toujours 1m91, je faisais plus de 90 kilos. Et là, j'étais descendu à 75 kilos, donc j'avais perdu Ah quasiment 20 ouais. kilos entre les deux. Alors, il y avait un peu de gras, un peu de muscle, mais en tout cas, musculairement, j'étais vraiment quasiment au point zéro. Et donc, il m'a commencé une rééducation vraiment incroyable. Donc, j'allais 2-3 fois par semaine faire des séances chez lui. Et au fur et à mesure, en fait, il m'a dit si tu continues comme ça, en fait, l'Ironman, tu peux le faire dès l'année prochaine. Donc là, on était en 2023. Et il me dit tu peux faire l'Ironman. Je voulais faire l'Ironman de Nice parce que, en fait, dans mon imaginaire, l'Ironman de Nice c'était le plus emblématique en France. Et donc, ben, je me dis ok, go. On se met sur cette voie et donc j'ai continué les séances de kiné avec lui jusqu'à fin juillet 2023 et donc il m'a remis en forme de manière progressive mais de manière terriblement efficace parce que je me suis pas blessé une seule fois dans ma préparation à l'Ironman. Alors je partais vraiment du point zéro. Alors j'avais un petit passé sportif derrière moi mais j'étais vraiment reparti de très très bas. Et Donc là, c'est à quel moment que, parce que tu évoquais un peu plus tôt le souci que tu avais au niveau du diaphragme. ouais, Alors déjà, qu'est-ce que c'était exactement? C'est que tu plus aucun mouvement possible du diaphragme, c'est ça? en fait, j'avais le diaphragme paralysé, un peu en biais. Et donc j'avais le poumon gauche complètement écrasé, donc plus aucune capacité pulmonaire ou quasiment plus sur le poumon gauche. Et effectivement, ouais, c'est un passage important et qui, à mon sens, peut donner de l'espoir quand parfois bah, le corps médical pose un diagnostic qui peut paraître définitif. En fait, en début d'année 2023, je retourne voir le chirurgien thoracique qui m'a opéré. Et il me dit bon, désolé, on n'a pas pu faire autrement, mais on a hésité à couper votre nerf phrénique, on l'a pas fait, mais il est en très très mauvais état, donc il y a très peu de chances que vous récupériez de la mobilité au niveau du diaphragme. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de vous opérer et de vous mettre des plaques qui maintiendront le diaphragme en bas pour que vous ayez votre capacité pulmonaire libérée, notamment au niveau du poumon gauche. Parce qu'au quotidien, tu le sentais que tu avais cet écrasement du poumon gauche?
Ou c'était Écoute, vraiment non, qu'à l'effort? non, en fait, vu les niveaux d'efforts que je fournissais à l'époque, qui se résumaient à monter l'escalier chez moi, j'avais pas trop de signes en fait de difficulté à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. En fait, je lui ai dit, parce qu'il me dit, bah, si vous voulez, on peut vous opérer là d'ici 2 mois. Donc moi, je sors de mon année où j'ai un peu trop fréquenté les hôpitaux à mon goût et on me repropose une opération. Donc je dis bah non, en réalité ça me gêne pas. Aujourd'hui ça me gêne pas et je me projette pas sur une nouvelle opération avec des risques et des conséquences voilà qui sont liées à ça. Et donc je lui dis non bah je veux voir comment ça se passe et puis quand je reprendrai le sport, si vraiment ça me gêne, je reviendrai vous voir et puis on prévoira peut-être une opération. Et donc on commence comme ça. Et donc j'ai un scanner au début c'était tous les mois, puis progressivement ça s'espace. Et bon bah chaque scanner, je vois toujours ce poumon complètement comprimé. Je dis bon bah ça bouge pas, ça bouge pas. Et en fait, au fur et à mesure que j'augmentais mon intensité sportive, donc au début je courais 1 kilomètre, je marchais 500 mètres, je courais 1 kilomètre, et puis fin de la sortie, j'étais crevé. Et puis progressivement, j'ai commencé à allonger mes sorties en course à pied. Donc je commençais à faire 3, 4, 5, 6 kilomètres. Et en fait, à force de faire du sport, bah, j'ai récupéré 100% de mon diaphragme, enfin de la mobilité de mon diaphragme. Et je m'en suis rendu compte en faisant un scanner. Et donc le radiologue bah, me dit tout va bien, aucune cellule cancéreuse. Et je dis mais attendez, il y a un truc qui a changé là par rapport à la dernière fois. Et pas le poumon là, il est entier. Et en fait, voilà, ça s'est fait naturellement. Et en fait, c'est vraiment Incroyable. ce que m'a dit le chir thoracique ensuite, hein, c'est que c'est vraiment le sport en fait qui m'a permis voilà, de travailler cette capacité pulmonaire. Et en fait, à force de travail, et ben ça c'est le diaphragme en fait c'est réactivé. Alors je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas voilà, pas eu besoin de chirurgie, de plaque ou quoi que ce soit. Énorme. Et là, j'ai un diaphragme qui marche du, comme on peut rêver quoi. Et lui, il a été surpris, le chirurgien thoracique, quand il a vu ça? Ouais, bah alors il était hyper surpris. Alors il avait déjà été surpris une première fois parce que la deuxième opération, donc c'était un chirurgien ORL et un chirurgien thoracique qui m'avait opéré. Et ils avaient déjà été étonnés une fois parce qu'il m'avait enlevé le nerf moteur de je sais plus quel muscle sur l'épaule. Et il m'a dit bah vous pourrez plus soulever votre épaule et plus lever le bras au-dessus du niveau de l'épaule. Et en fait, 3 jours après l'opération, quand j'étais encore en soins intensifs, j'avais réussi à lever mon bras au-dessus du niveau de l'épaule. Et il m'a dit, mais c'est pas possible. Et en fait, ça pareil. En fait, c'est le fait d'avoir un passé sportif entre guillemets. Apparemment, te permet de développer une capacité de récupération et même en fait de substitution d'une certaine façon, parce que ce nerf ils l'ont enlevé, hein, ils l'avaient dans les Ouais. mains. Et je pense qu'ils étaient suffisamment compétents pour savoir de quel nerf ils parlaient. Et en fait bon bah ça l'épaule fonctionne très bien et a fonctionné très bien très rapidement. Donc ça c'était le premier étonnement. Et donc quand je lui ai dit quelques mois après que finalement mon diaphragme s'était remis exactement comme il était à l'origine, bah, il a un peu halluciné, mais en même temps il a dit voilà c'est la magie du sport. La magie Ouais, du faites du sport, sport, punaise. c'est incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est ses premiers messages, c'est que faites du Ouais. sport parce que franchement, il y a des bénéfices qui sont insoupçonnés. Et enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc on arrive à ce moment-là, donc on est en juillet, récupération diaphragme, et donc là on est à 1 an de l'Ironman. Et en juillet, j'avais quand même déjà bien récupéré. J'arrivais à courir quasiment 10 kilomètres, j'arrivais à faire du vélo, j'avais recommencé à nager. Alors, je pouvais pas nager plus de 50 mètres sans m'arrêter pour reprendre ma respiration parce que j'avais perdu toute ma petite compétence de nageur. Mais en fait, voilà, ça me semblait possible. Et donc, bah, comme d'habitude sur ce genre d'épreuve très prisée, bah, il faut prendre son dossard très très tôt. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que bah, j'ai dit aux copains, allez go, l'Ironman de Nice, ce sera pas dans 5 ans, ce sera en 2024. Et donc on y Attends, va. mais c'était quand même fou parce que, enfin, 1 an, c'est énorme, mais c'est rien en même temps. Sans même parler de l'opération, de tout ce par quoi tu étais passé. 1 an avant, se dire: «Je prends un dossard», alors que tu as du mal à courir 10 kilomètres, que tu peux pas nager plus de 50 mètres.
C'est ambitieux quand même déjà. Hein. Ouais, et bref, après en fait c'est ça qui est magique, c'est que je partais en début d'année où j'étais vraiment au niveau zéro, et en fait en juillet, même si je courais à peine 10 kilomètres, ça me paraissait déjà être Ouais, enfin, une j'avais progression fait incroyable. une évolution de malade, et je me suis dit, ben, si je prolonge la courbe comme ça jusqu'à la prochaine, en théorie ça passe. Et puis au début, en fait, je m'étais dit, l'objectif c'est juste de le faire. Tu le fais, tu t'entraînes pour le terminer, et puis et ce sera déjà énorme. Et donc ça me paraissait possible à l'époque. Ça me paraissait possible. Et donc effectivement, chez les copains qui s'attendaient pas à ce que ça soit si rapide, il y en a quelques-uns, parce qu'en fait dans le groupe, il y avait quelques triathlètes aguerris. Hein, donc pour eux, c'était pas forcément une épreuve insurmontable, mais il y en a d'autres, ils ont dû acheter leur vélo en juillet 2023. Quoi. Ah Donc, ouais, ok. donc on est parti. Et d'ailleurs, donc on a un peu changé les règles. En fait, il y en a qui ont fait l'Ironman, la distance full, et puis il y en a d'autres qui étaient vraiment vraiment éloignés du niveau Ironman, qui ont eu le droit de faire le half Ironman. Donc, tu vois, sur les 15, on en a les 2 tiers qui ont fait l'Ironman et un tiers qui a fait le half. Mais ce qui est déjà pas mal pour des gens qui avaient C'est peut-être clair. jamais couru plus de 5 kilomètres, et puis qui avaient jamais vraiment fait de vélo autrement que pour amener les enfants à la crèche, ou, ou pour faire une balade avec avec la famille en ville, quoi. Ok, donc là, les dossards, ils sont dispo quand généralement? C'est un an avant, et Un an alors avant. c'est un an avant. Généralement, ça ouvre le lendemain de la course de l'année précédente, les inscriptions. Ok, Et puis donc dans l'organisation Ironman, ils ont une logique de plus t'attends, plus ça te coûte cher. Et donc ouais. bon, on s'est tous vite engagés, et on a pris nos dossards assez rapidement. Ok. Et là, du coup, côté préparation, enfin, qu'est-ce que tu mets en place? Tu parlais de ce kiné, il t'a accompagné du coup jusqu'au bout. Il y a eu d'autres personnes. Et à quoi ça a ressemblé un peu tu vois, les grandes étapes de ta progression? Écoute, les grandes étapes de la progression, non, mon kiné m'a dit à fin juillet, en fait, quand je courais 5 kilomètres sur son tapis. Bon, c'est un petit cabinet de kiné, hein, donc il n'a pas énormément de place, et il me faisait faire des exercices. Il m'a dit, bon, voilà, je pense que tu es arrivé au bout de la capacité de ce que je peux te faire faire. Donc Ok, maintenant, il faut que tu te trouves un plan d'entraînement de ton côté. Et donc, j'ai la chance dans les 15 là, d'en avoir 2-3 qui sont des Ironman aguerris déjà, et dont un qui a un site qui fait du coaching pour les triathlètes. Et donc, on a comme ça fait un plan d'entraînement. Alors, j'avais pas pris de coach, mais voilà, on s'est fait un plan d'entraînement entre copains, avec voilà, beaucoup de séances entre potes. Donc, je me suis pas inscrit dans un club. J'ai ok. hésité un moment, et puis bon, finalement, on a fait ça entre copains. Parce que la Et plupart, vous étiez sur l'île. la plupart, on était sur l'île. Alors, pas tous. On était entre Lille, Paris. Il y en a qui habitent dans les Alpes. Le plus lointain, il y en a un qui habite à Dubaï. Ouais. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, c'était vraiment une aventure incroyable, parce qu'en fait, on a fait ça, et c'est que c'est important que j'en parle. Je me suis dit que c'était important de le faire pour une cause. Et donc, au début, je pensais créer une asso, ou faire quelque chose, parce que mon idée, c'était vraiment d'en parler, de partager mon expérience, et d'inspirer des malades, comme je te l'ai dit en introduction. Et en fait, je sais plus comment, oui, par le boulot, en fait, on m'a mis en relation avec un type incroyable. Et je te partagerai ses coordonnées à l'occasion, peut-être que tu pourras l'interviewer, Yes. qui s'appelle Gilles Van Der Speck, qui est un Belge, qui est très connu en Belgique, et donc qui a à peu près mon âge. Et lui, il a un cancer du pancréas, et donc incurable. Donc encore une autre paire de manches. Et on lui a annoncé il y a 3-4 ans qu'il avait entre 2 et 20 ans d'espérance de vie. Et en fait, il s'est dit, qu'est-ce que je vais laisser de mon passage sur Terre. Et en fait, il a créé une asso qui s'appelle le Profitivisme. Et Profitivisme, c'est un mélange entre profiter de la vie et optimisme. Et son motto, en fait, c'est de montrer à tout le monde qu'en fait, on a beau avoir
les pires crasses, d'avoir la maladie la plus dure qui nous atteint, etc. Ça nous empêche pas en fait de profiter de la vie avec optimisme et à être positif. Et en fait, ce gars, il est incroyable. Donc c'est un cycliste. Donc, il a fait réalisé des défis complètement fous, des trucs un peu loufoques. Il a pédalé pendant 24 heures sur un home trainer dans la Grande Roue à Bruxelles pour faire parler de son projet. Et donc tous les médias belges qui se sont intéressés au truc. Et donc il a réussi à lancer un élan impressionnant, vraiment impressionnant. Et il a créé une asso où il récolte des fonds pour justement aider les jeunes malades atteints du cancer de réaliser des défis sportifs de fou pour leur redonner l'espoir et les remettre en confiance. Et donc on a fait l'Ironman, on a couru pour le profitivisme et donc on a créé le nom de notre équipe, c'était les Iron Balls. Bon, je te fais pas l'explication. Et donc c'était vraiment un projet sympa parce qu'on avait on était un groupe, tout le monde ne se connaissait pas dans les 15. Et puis finalement pendant toute l'année on s'est suivi à distance ou de près dans les entraînements. On s'est redonné pas mal de tips entre nous, etc. Et donc c'était une très belle aventure humaine. Et donc vraiment un beau projet. Ouais. Il y a eu des difficultés du coup du fait de tout ce par quoi tu es passé entre fin 2021 et fin 2022, que ce soit physique ou même, on n'en a pas encore parlé, mais j'imagine que quand tu vis quelque chose comme ça, mentalement, ça doit être éprouvant également. Alors effectivement, on n'a pas trop parlé de la partie mentale. Voilà, encore une fois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a autant de façons d'appréhender le cancer qu'il y a de patients. Moi, j'ai eu la chance de toujours regarder plutôt devant. Et donc, il y a eu des moments où j'étais vraiment dans le dur. Et à l'hôpital, alors je sais pas si c'est pareil dans tous les hôpitaux, mais en tout cas, il y a des services de psychologie qui sont mis à disposition, etc. Donc, j'ai eu un accompagnement là-dessus quand j'étais vraiment au plus mal. Mais en fait, assez rapidement, à partir du moment où j'ai commencé à regrimper les marches de cet escalier, je me suis mis dans une optique très très optimiste et plein de confiance. Et donc en fait, comme chaque semaine, j'avais l'impression de progresser. En fait, je voyais, aujourd'hui, on a plein de manières de mesurer la progression. Enfin, je sais pas si t'es sur Strava ou des outils comme ça qui permettent de suivre les performances, mais en fait, moi, le petit tour de près de chez moi que je fais à pied, chaque semaine, je voyais que voilà, mon rythme cardiaque baissait à allure équivalente, que j'arrivais à faire des plus grandes sorties. Donc j'étais vraiment sur une progression et donc d'une certaine façon, ça m'a boosté et donc j'ai été vraiment mentalement, je me suis senti très très fort. Je me suis senti très très fort et ça m'a beaucoup aidé même le jour de la course en fait. Mentalement, c'est 18 mois de préparation. En fait, ils m'ont complètement blindé, complètement blindé. J'ai pas eu, et comme en fait, comme je te le disais, j'ai pas eu de blessure. Ça, c'est grâce au travail incroyable du kiné, parce que avant, quand je faisais de l'athlé, j'étais monsieur blessure. Enfin, comme souvent en course à pied, on se blesse quand même souvent. J'avais toujours des essuie-glaces, des périostites, des trucs comme ça. Et parce que quand je faisais des pauses, je reprenais trop vite. Enfin, les trucs classiques. Hein. Et là, il m'a fait vraiment un programme où il m'a obligé à reprendre très très progressivement avec du renfort, etc. À côté, donc je me suis pas blessé une seule fois. Et ça, pour la confiance, en fait, c'est imparable, imparable. Excellent. Non, et encore une fois, l'importance du sport du coup dans un parcours de convalescence, parce qu'autrement, ces indicateurs, tu vois, de progression, je sais pas trop au quotidien dans quoi tu les as. T'es un peu moins essoufflé quand tu montes ton escalier. Enfin, c'est hyper difficile sinon de te rendre compte à quel point tu reprogresses et t'es physiquement de nouveau au rendez-vous entre guillemets. Ouais, t'as raison, c'est un bon point parce que en fait, à côté de ça, j'ai repris le boulot assez rapidement. Et c'est vrai qu'au boulot, t'as pas vraiment cette sensation de progression. Ouais. En fait, limite, quand tu reviens au boulot, t'as un peu c'est un peu le syndrome de l'imposteur. En fait, t'as l'impression d'être devenu nul parce que t'as pas travaillé pendant un an et donc t'es niveau confiance zéro. Et donc cette confiance, tu la reconstruis progressivement, mais t'as pas d'indicateur de performance aussi précis que tu peux avoir que ceux que tu peux avoir dans le sport. Ouais. Et c'est vrai que l'activité physique,
alors sans même aller jusqu'à se projeter dans un Ironman, mais même se dire, je pense, allez, mon objectif, c'est de savoir courir 10 kilomètres dans 6 mois quand je sors de mon parcours thérapeutique. C'est déjà un truc, c'est un super objectif sur lequel on peut mesurer finalement la progression très facilement. Et ça, c'est vrai que c'est ouais, c'est le meilleur la meilleure des thérapies pour la tête, en tout cas quand on sort de ce genre d'épreuve. Du coup, l'Ironman de Nice 2024, on y est. Qu'est-ce qui se passe du coup le jour de la course? Et peut-être même avant ça, les sensations, tu vois, les émotions quand tu es sur la ligne de départ ou peut-être la veille quand il faut aller déposer le vélo dans le parc à vélo. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Écoute, alors l'Ironman de Nice, t'y arrives pas à l'improviste. Hein. J'avais fait un half un mois avant, donc il y a une préparation qui est quand même assez intense. On avait fait Liège-Bastogne-Liège aussi à vélo, donc on s'était coltiné les 260 km. C'était fin mars, donc j'avais déjà eu quelques épreuves un peu emblématiques qui m'avaient beaucoup ému en fait. Où, en fait, c'est un peu des arrêts sur image où tu te dis, mais parce que le cerveau est bien fait parce que tu oublies très vite finalement les épreuves difficiles qui sont derrière toi. Et moi, aujourd'hui, je te parle du cancer, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Je suis sûrement moins précis dans ce que je raconte que si je l'avais raconté il y a un an, mais euh, et le fait d'avoir des arrêts sur image comme ça, sur une ligne de départ, sur des événements un peu marquants, ça te permet de mesurer aussi le chemin parcouru et la vitesse de récupération. Et donc, effectivement, quand j'arrive à Nice, c'est hyper chargé en émotions parce qu'en fait, déjà pour moi, sur ce projet que j'avais imaginé dans une chambre d'hôpital où je savais à peine marcher, allongé sur mon lit d'hôpital, vraiment dans un état lamentable. Et là, 18 mois après, je suis sur la ligne de départ d'un Ironman qui est quand même pas une épreuve anodine dans le monde du triathlon. Truc incroyable. Deuxième sujet qui m'apporte beaucoup d'émotions, c'est tout l'entourage en fait. À Nice, donc il y avait le groupe de 15. Il y avait ma famille, ma belle famille, les femmes et enfants des groupes de 15 parfois. Enfin, donc on avait vraiment un groupe de supporters incroyable et j'étais vraiment content aussi que tout le monde soit allé au bout de l'engagement en fait. Finalement c'était une deuxième victoire. La première victoire c'était vraiment de prendre le départ de cette épreuve en confiance, en imaginant que c'était possible de finir et d'avoir su engager 15 copains dans cette aventure et que tout le monde soit là au départ et que tout le monde ait vécu une préparation idéale quoi. Et donc ça c'était vraiment chouette et c'était quand je parle d'arrêt sur image, Nice pour le coup quand tu commences à mettre ton bonnet pour partir en mer et enfiler tes lunettes, tu te dis waouh, ça y est j'y suis quoi, ça y est j'y suis. Et, c'est vraiment une sensation incroyable. Mais c'est une sensation, en fait, la sensation du départ de course, je pense que tout le monde peut la ressentir. Toutes les personnes qui ont déjà porté un dossard l'ont ressenti. Et là, il faut imaginer que c'est amplifié puissance 10 en fait. C'est un moment vraiment spécial. C'est lequel le Alpha Ironman que tu as fait en prépa? J'ai fait Fréjus. Alors c'est pas exactement, c'est pas un label Alf parce que les distances sont pas exactement les mêmes, mais c'est à peu près ça. Je crois qu'il y avait 2 km de neige, 83 km de vélo et 17 km à pied. Donc c'est pas exactement un Alf dans des pures définitions du Alf, mais c'est à peu près la même distance. Ouais. Ok. Du coup, le top départ est lancé. Comment est-ce qu'elle se passe cette course? Est-ce que avec autant de soutien, autant d'énergie et finalement de gens qui sont mobilisés, est-ce que tu penses que ça a été à un moment donné envisageable que tu abandonnes ou c'était absolument impossible dès le départ? Tu t'es dit je finis, c'est une certitude absolue. Non, alors en fait, au début, l'Ironman, je me suis inscrit en me disant il faut le finir. Bon, quiconque participe à un Ironman, à part peut-être la catégorie élite, l'objectif c'est quand même de le finir et c'est déjà un bel accomplissement en soi. Et en fait,
j'ai tellement eu une belle préparation que je me suis mis un objectif de temps à l'arrivée. Je me suis dit, faut que je finisse cet Ironman en faisant une performance honorable. Et donc, je suis parti de là, voilà, boosté avec une certaine hargne en fait, envie de me battre, quoi. Et le fait d'avoir ce public autour de moi, bah, ouais, je voulais pas les décevoir parce qu'en fait, tous ces gens qui étaient là à m'encourager, c'est aussi tous les gens qui m'ont encouragé quand j'étais malade et qui m'ont soutenu et qui ont été là pour moi. Et donc, c'était aussi une manière pour moi de leur montrer que grâce à eux, j'ai pu faire ça en juin 2024. Et puis, non seulement je le fais, mais je veux bien le faire. Et ça sera un grand moment de bonheur pour moi, mais aussi pour eux. Et donc, non, à aucun moment je me suis dit je peux abandonner. Je me dis je vais le faire dans un bon temps et si ça se passe mal, je le finirai coûte que coûte. Et c'était quoi le chrono que tu visais? Et ben, je visais 12 heures. Ah ouais. Je visais 12 heures au début et j'ai finalement fait mieux que ça en fait. T'as mis combien de temps? J'ai mis 11 heures et 21 minutes. Ah Donc, ouais, balèze. Oh, punaise. Ah ouais. Ah, c'est hallucinant quand même, hein. La progression en un an, boucler un Ironman en à peine plus de 11 heures, alors que tu courais pas, enfin difficilement 10 kilomètres 12 mois avant, c'est absolument dingue. Et t'as fini dans quel état? T'étais complètement rincé ou finalement bien? bah écoute, ça va peut-être paraître prétentieux, mais à la limite, le moment où tu sens le plus l'encouragement des supporters, c'est pendant le marathon, parce que le marathon de l'Ironman de Nice, tu fais 4 boucles sur la Ouais. promenade des Anglais, et donc tu repasses potentiellement 8 fois devant ton bloc de supporters. Et donc notre bloc de supporters, ils avaient fait des drapeaux Iron Balls, on avait tous des trifonctions Iron Balls, donc on était très reconnaissables. Et donc une énergie de dingue pendant tout le marathon. Et en fait, durant la dernière boucle du marathon, je me dis aïe aïe aïe, c'est bientôt terminé. Presque déçu en fait. J'en aurais bien refait une cinquième. Tellement c'était un kiff. Enfin, j'ai vraiment là-dessus j'ai eu de la chance parce que j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai fait toute la course globalement. De la natation, même si la natation, j'ai pas fait exactement ce que je voulais, mais ça s'est plutôt bien passé. Le vélo, le parcours vélo de Nice, c'est juste incroyable. T'en prends plein les yeux. Enfin, c'est magique. Puis on a eu une météo idéale parce l'Ironman de Nice, il peut faire très très chaud. Mmh. Nous, il a pas fait trop chaud. Il a dû faire entre 25 et 30 degrés, donc c'était hyper agréable. Et donc pendant le marathon, je pars les premières boucles. J'ai l'impression que j'ai des ailes qui ont poussé. Je pars sur une base hyper rapide. Et en fait, rapidement, mon frère qui regardait les chronos, il me dit, oh là, ralentis un peu, tu vas jamais tenir à ce rythme et tout. Mais moi, j'étais boosté, j'étais dans une espèce d'euphorie, presque une transe, en fait. Parce que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai mesuré, en fait, tout le parcours et tout. Et donc, j'étais vraiment trop content. Je courais bien, j'avais des super sensations. Et donc, dernière boucle, un peu mal aux jambes, hein, ça reste un marathon. Mais mentalement, trop content, trop content. Big smile. Enfin, j'ai vraiment passé un super moment. Franchement, un super moment et ça m'a donné envie d'en refaire. Alors, je sais pas quand est-ce que je referai un Ironman, mais j'ai passé vraiment une belle course, une très très belle course. Excellent. Passé la ligne d'arrivée, est-ce que tu as eu aussi des émotions, tu vois, un peu particulières, comme ce que tu évoquais au moment du départ, une sorte de réalisation, ou ça, c'est déjà ce que tu viens d'expliquer, ce que tu avais eu pendant la course? À passer la course, c'est dans l'instant juste après la course, t'es toujours un peu dans cet état d'euphorie, et donc c'est génial. Puis l'Ironman de Nice, c'est une organisation de dingue. Enfin, c'est vraiment, c'est un très gros événement, donc ça fait partie de ces événements où il y a une fête autour d'une certaine façon. Donc tu restes dans une atmosphère hyper chouette pendant un petit moment. Le Finalement, le moment le plus dur, enfin le plus dur entre guillemets, c'est la redescente en fait après. Ouais. Et je pense que ça c'est vrai sur tous les grands projets sportifs et non sportifs d'ailleurs. C'est que t'as un côté où ça y est, c'est passé.
ce projet pour lequel je me suis entraîné 15-20 heures semaine pendant des mois, des mois, des mois. Finalement, ça y est, c'est passé, ça s'est bien passé, c'est fini. Et ça, c'est un peu particulier parce qu'en même temps, tu te dis que la boucle est bouclée, mais il y a une petite nostalgie quand même, petite nostalgie. Ouais. Donc tu disais qu'il y aura d'autres épreuves type Ironman ou peut-être d'autres épreuves, pas forcément dans le triathlon, mais d'endurance comme celle-ci? Triathlon, je vais continuer parce que c'est vraiment un super sport. Je sais pas si tu as déjà expérimenté, mais moi, je viens plutôt de l'athlétisme au début, et donc il y a 10 ans, je faisais beaucoup de semi-marathon, etc. Et j'étais souvent blessé. Et la magie du triathlon, en fait, c'est que les entraînements, les trois sports sont quand même très complémentaires. Et donc, tu te blesses quand même moins régulièrement. Et Ouais. la récup musculaire et articulaire, finalement, elle est beaucoup plus rapide que sur des courses de demi-fond, de course à pied. Donc, je vais continuer le triathlon plutôt sur des formats un peu plus courts au début parce que je me vois pas infliger à ma femme encore 15-20 heures d'entraînement cette année parce que c'est un vrai engagement, et c'est ça. C'est là où ma femme Laura a été incroyable, c'est que elle m'a supporté pendant le cancer, et elle m'a aussi supporté pendant la préparation à Ironman. Donc je l'ai quand même infligé à peine sorti de l'hôpital. Alors j'étais pas à 15-20 heures de sport semaine au début, mais sur les 9 mois précédant l'Ironman, c'est quand même des volumes d'entraînement qui sont assez Ouais. significatifs. Et donc forcément, avec le boulot, etc., ça grappille sur ta vie privée. Et donc ce sacrifice de son côté, je vais pas lui imposer tout de suite. En tout cas, pas tant qu'on aura des jeunes enfants. Peut-être qu'un jour, si j'arrive à mettre mes enfants au triathlon, je me remettrai sur un Ironman, mais pas tout de suite. Pas tout de Ouais. suite. Excellent. Punaise, Louis, quelle histoire. C'est vraiment dingue. Est-ce que tu as prévu, alors là on fait ce podcast, c'est fabuleux. Moi je suis super content que tu sois venu partager ton histoire ici, mais est-ce que tu as prévu ou est-ce que tu l'as déjà fait peut-être pour faire écho à ce que tu disais un peu plus tôt, ou quand tu as débarqué sur Paris en chambre stérile, tu as essayé de chercher des histoires pour t'inspirer, pour te motiver, de gens qui avaient vaincu le cancer. Est-ce que toi, depuis, tu as fait cet exercice, tu vois, d'aller partager ton histoire auprès de gens en service de cancérologie ou dans les hôpitaux ou pas encore? Écoute, pas encore sous ce format, parce que alors, je l'ai proposé au professeur qui m'a suivi à Paris. Et en fait, il préfère prendre des patients qui ont un peu plus d'ancienneté entre guillemets dans le post, dans l'après-maladie. Ok, Pour des raisons qu'on peut imaginer. Et donc, je l'ai fait différemment. Donc, avec Gilles, dont je te parlais tout à l'heure, on est intervenu sur une radio française, alors sur un format beaucoup plus court. Et c'est pour ça que le format podcast est quand même super chouette, parce que tu peux quand même un peu plus expliquer le parcours, et ça permet aux personnes qui vont l'écouter de s'identifier ou de se ouais, projeter beaucoup plus facilement. Donc, on a fait une interview radio qui a duré 15 minutes donc pour parler de mon parcours et de l'équipe Iron Balls qui a fait l'Ironman, et aussi pour parler de l'association de Gilles, donc du profitivisme. Euh, Gilles, il organise régulièrement des soirées, il appelle les soirées cactus. En fait, son principe que j'expliquais tout à l'heure, c'est finalement, c'est pas parce que tu as des difficultés dans ta vie que tu dois perdre confiance et ne pas profiter de la vie avec optimisme. Et donc, ces soirées cactus, en fait, c'est pas parce que tu as un cactus dans ta vie que tu dois t'asseoir dessus. Et donc, il fait intervenir des personnes qui ont eu des expériences inspirantes. Et donc, il invite toutes les personnes qui sont confrontées à la maladie à écouter ces conférences. Et donc, bon, je devais intervenir en juillet, mais malheureusement, Gilles, là, il est dans une mauvaise passe, et donc on a dû décaler la soirée, mais donc on va la réorganiser rapidement. Et puis, non, après, je réfléchis alors, c'est pas l'écriture d'un livre, mais en tout cas à poser un peu cette histoire, et pour que je puisse la partager aussi d'une certaine manière à mon fils qui lui ne se souviendra de rien, parce qu'en fait, il ouais. avait entre 9 mois et 1 an et demi. Et qui pourtant, pour moi, a été
un immense bol d'air en fait à travers toutes les souffrances que j'ai vécues. C'est finalement un enfant de cet âge-là, que tu aies plus de cheveux, que tu sois dans un état lamentable ou pas, il te regardera jamais différemment. Tu restes son papa, et donc je pense que c'est important que je raconte un peu de manière précise ce qui s'est passé pour que lui aussi il puisse se l'approprier. Et puis après, alors peut-être l'utiliser aussi pour voilà, faire un témoignage à un public plus large, mais je pense qu'il faut que je me lance dans cette écriture, parce qu'effectivement, plus le temps passe et plus les souvenirs sont lointains. Et donc c'est un projet que j'ai en tête, ouais. Mmh. Je te posais la question parce que j'ai eu plusieurs invités qui ont dû faire face à des grosses galères de la vie. Et en fait, j'ai percuté quand là, avec ton témoignage un peu plus tôt, quand tu disais que tu avais tout de suite cherché, tu vois, des exemples, pour t'inspirer de gens qui avaient surmonté le cancer. En fait, ça m'a fait percuter que c'est systématiquement, j'ai l'impression, la démarche, en tout cas les gens que j'ai eu au micro du podcast, c'est systématiquement la démarche qui est mise en place. Naturellement, j'ai l'impression. Tu vois, je pense à Manoël, c'est un invité que j'ai reçu qui a perdu sa jambe, qui a été amputée alors, je crois sous le genou, suite à une attaque de requin à Hawaï pendant qu'il surfait. Une des premières choses, en fait, qu'il a vachement aidé, c'est qu'il a deux victimes d'attaque de requin de Hawaï qui sont venues le voir à l'hôpital quasiment immédiatement dès qu'ils ont appris que c'était arrivé, parce que c'est tellement rare, en fait, que, Ouais. contrairement à ce qu'on pense, qu'ils se sont serrés les coudes, ils sont venus le voir. J'ai eu un ancien membre des forces spéciales, Cyril Chaboun, qui a sauté sur un drone piégé et qui a perdu ses deux jambes, et qui, lui, tout de suite, tu vois, c'était sa démarche aussi, d'essayer de contacter des gens, même à l'étranger, hors de France, parce qu'il trouvait personne en France son objectif à lui, c'était de remarcher avec ses prothèses et de pas finir en fauteuil. Et il n'arrivait pas à trouver d'histoire, de parcours de gens qui étaient capables de faire ça, jusqu'à ce qu'il en découvre aux États-Unis. Enfin, tu vois, et j'en ai plein d'autres comme ça, des exemples de gens à qui il est arrivé des grosses galères, et c'est souvent, tu vois, quand il y a la perte de capacité physique, euh, on a ce besoin, j'ai l'impression, de se rassurer en se disant, ok, en fait, c'est possible, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, ils partagent leurs histoires, et donc, il y a encore de l'espoir, et il faut que je m'accroche à ça, je pourrais le faire moi aussi un jour. Mais en fait, clairement, je trouve que c'est se trouver un objectif réalisable. C'est c'est une aide énorme en Ouais, fait, parce que tu peux imaginer plein de choses, mais si t'as pas vérifié que c'était faisable, ouais. c'est quand même assez difficile de se projeter. Et donc de trouver des témoignages de gens qui ont réalisé ça, c'est hyper puissant. Donc et ton podcast, tu vois, de nous faire témoigner sur des histoires comme ça, je trouve que c'est hyper utile. Et encore une fois, j'espère que ça va arriver jusqu'aux oreilles de personnes qui en ont besoin Yes. aujourd'hui. Parce que voilà, quand tu es dans le dur et que tu rencontres des difficultés de la vie, moralement, parfois, c'est vraiment très, très dur. Et donc, d'avoir ces petites lumières au bout du tunnel et de s'accrocher à ça, franchement, c'est des bouées de sauvetage presque vitales. Ouais. Parce que si t'as pas ça, en fait, et c'est là où j'ai beaucoup d'admiration en fait pour les personnes qui vivent des périodes très compliquées et pour lesquelles en fait la seule issue c'est de toute façon de finir dans un état très très dégradé par rapport à l'état dans lequel ils sont actuellement. Ça, franchement, c'est hyper dur, hyper dur. Et donc tant que tu as la capacité de te projeter sur un futur plus désirable, Mmh. en fait, ça te donne une énergie inépuisable. Et donc, pour ça, franchement, ouais, ton podcast, canon. Et je pense que, ouais, j'ai réfléchi moi à un moment comment faire pour amener, je sais pas, par un magazine, un livre, dans les hôpitaux, tous ces témoignages, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Mais bon, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas encore suffisamment exploré. Mais je pense que c'est vraiment une mission avec une très très belle utilité, quoi. Ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Exactement.
Écoute Louis, un immense merci, on est arrivé au bout. Je sais que tu avais une petite contrainte horaire, c'était vraiment un plaisir absolu de te recevoir. Parcours, on a déjà dû te le dire plein de fois, mais extrêmement inspirant. Merci pour tout ce que tu as partagé aussi sur toute la phase de la maladie dont je te disais, moi perso, cancer testiculaire, tu es un peu la première personne qui m'en parle en détail, donc je pense que ça sera très utile pour plein de gens. Est-ce que, même si on a déjà évoqué plein de choses, tu as déjà fait passer beaucoup de messages, est-ce qu'il y a une dernière chose par laquelle tu voudrais conclure cet épisode sur les frappés ? Écoute, déjà merci Loïc de m'avoir reçu et de m'avoir permis de témoigner sur cette histoire. Et par quoi je voudrais conclure ? T'en as déjà parlé. Je pense qu'il y a, moi j'ai trois messages à faire passer. Le premier, c'est effectivement partager ce besoin de faire de l'autodiagnostic chez les hommes de 15 à 35 ans. C'est vraiment hyper important. Moi, c'est un truc que j'ai fait depuis le début de ma maladie. En fait, j'avais fait une page Instagram et un jour sur deux, je postais le lien vers le tuto pour s'autodiagnostiquer. Et j'ai 2 personnes que je connaissais pas directement, mais indirectement, qui ont découvert leur cancer testiculaire comme ça. Ah ouais. Et donc qui ont été pour le coup, qui ont même pas eu de chimio en fait, juste eu une opération d'ablation et c'était terminé. Donc une opération qui dure 1 heure ou 2, et le lendemain ou le surlendemain, elle était de retour au travail. Donc vraiment faites-le, passez le message autour de vous. C'est vraiment dommage de devoir passer par des épreuves comme celles que j'ai vécues en ne sachant pas comment se diagnostiquer. Donc il y a vraiment plein de tutos sur YouTube qui sont très bien faits. Deuxième message à tous ceux qui souffrent en ce moment, accrochez-vous à des futurs désirables et réalisables, et n'arrêtez pas de vous battre parce que ça vaut vraiment le coup. Et jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu accomplir l'Ironman de Nice 18 mois après mon long séjour à l'hôpital. Et donc tout est possible. Et, même si parfois les médecins peuvent avoir un discours froid qui peut paraître pessimiste en tant que patient, il faut jamais écarter tous les possibles. Et puis dernier message, allez sur la page du profitivisme ou de Gilles Van Der Speck sur Instagram. Faut taper Gilles Van Der Speck sur Google et vous allez trouver rapidement sa page Instagram. Et voilà, vous allez découvrir un gars ultra inspirant. Et en ce moment, il a besoin d'énergie, donc si vous pouvez lui envoyer un peu d'énergie, c'est top. Et voilà un peu les 3 messages que je voulais faire passer. Et encore une fois, un grand merci Loïc pour ce moment partagé. Écoute Louis, avec grand plaisir. Comme d'habitude, les liens sont en description de l'épisode vers les réseaux sociaux de Louis, de Gilles. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis une nouvelle fois, un grand merci Louis. Et je te dis peut-être à une prochaine pour un débrief sur la nouvelle folie sportive dans laquelle tu vas te lancer. Avec plaisir. Salut. Merci d'avoir écouté cet incroyable témoignage de Louis jusqu'au bout. Partagez cet épisode à fond autour de vous. N'hésitez pas également à aller cliquer sur tous les liens en description de l'épisode. J'en ai mis un peu plus que d'habitude, mais je pense que le sujet vaut la peine d'y passer quelques secondes en termes de sensibilisation et de prévention. Si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez également à parler des frappés à un maximum de personnes. Le bouche à oreille, c'est une des manières les plus efficaces de faire connaître tous ces invités incroyables qui me rejoignent au micro. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin et soutenir financièrement le podcast, je vous rappelle que c'est possible de le faire via Tipeee sur le site www.tipeee.com/les-frappés. J'en profite du coup pour remercier toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Merci à vous, chaque euro compte. Je vous dis un grand merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les frappés!